On va passer du coup à une conférence par Zoom cette fois-ci. Une conférence par Anne-Marie Lagrange, une conférence qu'elle a intitulée « Imaginer les mondes lointains ». Donc Anne-Marie Lagrange est directrice de recherche au CNRS, chercheuse à l'Observatoire de Paris et à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Elle a débuté ses recherches ici, à l'IAP, sur les disques circumstellaires, puis les a étendues aux exoplanètes qu'elle observe et étudie notamment par imagerie. Elle est également membre de l'Académie des sciences et auteure de plusieurs livres. Est-ce que Anne-Marie Lagrange est prête pour son intervention sur Zoom? Je la vois à l'écran. Dis-moi. Ah, le son a l'air de fonctionner. Vous m'entendez là? Dans l'amphi, oui. Je pense que c'est bon sur le chat également. D'accord. Alors, bon, une petite correction. Depuis quelques mois, je ne suis plus à Grenoble. Je ne travaille plus à Grenoble, mais à Paris, à l'Observatoire de Paris. Ah, eh bien, désolé, Voilà. désolé pour cette erreur. C'est pas de problème. Mon stagiaire sera renvoyé. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler de l'imagerie des mondes lointains. Je précise que ce n'est pas moi qui ai fait ce cartoon, que je trouve pas mal au demeurant. Alors, je vais passer en diaporama. Voilà. Donc, en fait, en parlant des images des mondes lointains, hein, donc des planètes extrasolaires, vous avez peut-être vu, si vous suivez la presse, des superbes images de la planète autour de Proxima du Centaure, qui a été découverte en 2016. Et vous avez vu donc dans les magazines des superbes images des planètes. Alors, cette planète était successivement une terre bien sèche, après une terre avec plein d'eau dessus, et enfin un désert avec un peu de magma ou quoi. Donc, plein de détails. Je tiens à préciser que cette planète avait été détectée avec la méthode des vitesses radiales, et donc on n'a pas d'image de cette planète, on a juste une très belle courbe de variation de vitesse radiale, la méthode dont Arnaud Casson vous a parlé tout à l'heure. Un autre exemple d'illustration, il s'agit là donc d'illustration d'images d'artistes, hein. Cette très belle illustration du système autour de TRAPPIST 1, qui est un système avec 7 planètes autour. Et vous voyez là un certain nombre de planètes qui ont été dessinées. La réalité de ce qu'on sait sur le système de TRAPPIST 1, c'est ça. Ce sont des courbes de transit. Arnaud en a parlé aussi tout à l'heure. Et on détecte des petits sauts de lumière dus à chacune de ces planètes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que méfiance quand vous voyez des images dans des magazines grand public. Les images de planètes, malheureusement, on n'en a pas d'aussi belles. Mais ce que je voudrais faire pendant les minutes qui viennent, c'est vous montrer que même si elles ne sont pas aussi belles que des images d'artistes, on arrive à savoir plein de choses sur les planètes en essayant de les imager, donc de détecter la lumière qu'elles nous envoient. Alors, Arnaud vous l'a expliqué tout à l'heure, quand on veut détecter des planètes, c'est très compliqué parce qu'on a le problème de contraste, hein, de luminosité. Jupiter, par exemple, par rapport au Soleil, est à peu près 100 millions de fois moins brillant. La Terre est quelques milliards de fois moins brillante que le Soleil. Et comme Arnaud vous l'a dit aussi tout à l'heure, quand on les regarde de loin, les planètes et les étoiles autour desquelles elles tournent sont très proches les unes des autres. Donc ça, ce sont deux grosses difficultés, la résolution angulaire et le contraste. Il y en a malheureusement encore une troisième, c'est l'atmosphère de la Terre. Les rayons qui viennent des astres, au travers de l'atmosphère, ils sont déviés dans tous les sens, et ce qui fait que la lumière d'un astre ponctuel, une fois passée par l'atmosphère, ça ne va plus être quelque chose de très fin, ça va être une tache floue. Et vous voyez, ce que j'ai mis ici en fond d'écran, c'est la taille réelle d'une image perturbée après la traversée de l'atmosphère, telle qu'on peut l'observer avec un télescope de 8 mètres au Chili. Et vous voyez à l'échelle ce qu'on verrait, comment la Terre
et Jupiter serait noyé dans l'image du Soleil si on le regardait à peu près 40 années-lumière, donc tout près de nous. Donc, on a un triple défi à relever et il a fallu attendre les années 90 pour qu'on développe les premiers systèmes qui permettent déjà de corriger des perturbations de l'atmosphère. Ce sont des systèmes qui travaillent en temps réel, qui pédalent, comme on dit, à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fois par seconde. Ils vont analyser les variations de l'atmosphère et ils vont corriger. Donc, c'est assez spectaculaire. Alors, pour vous montrer ça, si j'y arrive, voilà. Je reprends une image telle qu'on l'observe avec un des télescopes du Very Large Telescope au Chili. Donc, vous avez la taille, vous voyez, une bonne grosse tache. Maintenant, il faut, quand on met en marche ces systèmes d'optique adaptative, donc qui corrigent les perturbations de l'atmosphère, je vais vous mettre la même étoile au même champ. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez que la lumière de l'étoile a été énormément concentrée, ce qui fait que on va pouvoir voir des choses. S'il y a des choses autour, on a un peu plus de chances de les voir. Alors, juste avec l'optique adaptative que vous voyez là, et c'est pour l'instant la meilleure optique adaptative au monde, on est capable, on a comme ça la capacité de détecter des objets qui sont à peu près 1000 fois plus faibles que l'étoile dans les premières fractions d'arc seconde, donc tout près de l'étoile. Donc, on a ce qu'on appelle un contraste de 1000. Ça ne nous suffit pas pour détecter des planètes. Alors, il faut faire, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, il faut en plus cacher la lumière de l'étoile. Alors, toujours à la même échelle, je vais cacher la lumière de l'étoile. Ce sont des images qu'on a prises au télescope. Hein. Hop, je cache. Et vous voyez qu'on arrive à avoir des zones beaucoup plus noires dans l'image. Et ça, c'est parce qu'on a coronographié, on a caché la lumière de l'étoile, ce qui nous a fait gagner un facteur 10 en contraste. Donc là, on est à un contraste de 10, mais ça ne suffit encore pas. Et ensuite, il faut processer les données, utiliser des algorithmes qui sont en permanence en train d'être améliorés, traiter les données, donc pour gagner encore un facteur 100 et arriver à un contraste d'à peu près 1 sur 1 million. À partir de là, on commence à être capable de détecter des planètes, au moins des planètes jeunes, autour des étoiles. Et c'est ainsi que dans les années 2000, en 2004, on a pu détecter les premières planètes autour d'autres étoiles que le Soleil en imagerie directe. Alors, vous voyez à gauche, vous avez une étoile qui est cachée. On a encore un peu de lumière diffusée autour. Hein, et on a un petit point rouge. Et c'est ça, le petit point rouge qu'on est capable d'obtenir aujourd'hui. Alors, ça peut paraître, c'est moins spectaculaire que les photos d'artistes, mais de ces photons envoyés par la planète, on en déduit tout plein de choses. On peut déduire sa température, on peut déduire en gros sa masse. Là, il s'agit d'une planète qui fait à peu près 13 fois la masse de Jupiter, donc à la limite des naines brunes. On peut déduire sa distance projetée à l'étoile. Et là, par exemple, sur l'image de gauche, il s'agit d'une planète qui est à 260 fois la distance de la Terre au Soleil. Et ça veut dire qu'elle est très très loin. Si on compare au système solaire, dans le système solaire, Neptune, qui est la plus lointaine, est à 30 unités astronomiques de l'étoile, du Soleil. Là, on est à 260. Donc déjà, ce type d'observation, ça nous a fait réaliser que déjà, on ne savait pas vraiment comment cette planète était là, comment cet objet pouvait être là. Et on a réalisé que probablement, il n'y avait pas qu'une seule façon de fabriquer des planètes géantes, que la méthode qui marche pour les planètes du système solaire, vraisemblablement, elle ne peut pas s'appliquer aux planètes que l'on voit ici en imagerie directe. Il faut une autre méthode. Donc, vous voyez déjà tout ce que ça nous apprend. Ça nous apprend que déjà, on ne sait pas tout. À côté, un autre objet moins massif, hein, de à peu près 5 ou 8 masses de Jupiter en orbite cette fois-ci autour d'une naine brune. Donc tout ça, ces premières images, hein, qui étaient vraiment les toutes premières, on les a obtenues avec un instrument qu'on avait développé qui s'appelait NACO, qu'on avait installé
sur le Very Large Telescope. C'était le premier instrument équipé d'optique adaptative sur le VLT. Et donc là, c'est des travaux qui ont été menés par Gaël Chauvin, qui était thésard à l'Observatoire de Grenoble et qui est revenu chercheur à l'Observatoire de Grenoble. On arrive parfois à avoir des postes après avoir fait des postdocs. Ça peut prendre du temps, mais on peut y arriver. Alors, après ces premières images, on a continué bien sûr à chercher et on a trouvé une planète qui est autour d'une étoile, qui est une étoile un peu la mascotte de l'IAP, je dirais. Hein. Il s'agit de Beta Pictoris. C'est une étoile que on a étudiée à l'Institut d'astrophysique de Paris depuis 30 ans avec Alfred Vidal-Madjar, Roger Ferlet, Alain Lecavelier, que vous avez entendu et que vous allez entendre. Donc, Beta Pictoris, c'est un système très intéressant avec un disque de poussière autour. Et on a détecté une planète qui était en 2003 au nord-est de l'étoile, vous la voyez là, à une distance d'à peu près 9 unités astronomiques en distance projetée. Cette planète fait entre 9 et 13 fois la masse de Jupiter, donc c'est une grosse planète géante, je dirais. Et comme toutes les planètes qu'on est capable d'imager aujourd'hui, elle est jeune, elle fait 20 millions d'années. Ça veut dire que ces planètes qu'on détecte là, elles vont vraiment nous donner des informations extrêmement importantes sur la façon dont les systèmes planétaires se forment. Parce que quand on regarde par exemple le système solaire, c'est très dur aujourd'hui d'arriver à remonter dans le passé pour savoir comment il s'est formé. Alors on a les comètes qui vont nous donner des informations, mais quand on regarde les planètes elles-mêmes, c'est très dur de remonter dans le passé, alors que là, on nous offre, si vous voulez, sur un plateau des planètes jeunes. Donc, Beta Pictoris B, on l'a détecté sur des images de 2003 prises avec NACO, et on l'a réobservée, on ne l'a pas retrouvée. Il a fallu attendre en fait 2009 pour la retrouver. Elle était passée de l'autre côté, entre-temps, elle était passée derrière l'étoile. Alors, je vous ai dit, Beta Pictoris, c'est un système qu'on a beaucoup étudié, en particulier à l'Institut d'astrophysique de Paris, moi pendant ma thèse. Hervé Bust, pas mal d'étudiants d'Alfred Vidal-Madjar et de Roger Ferlet. Et on avait montré qu'il y avait des comètes autour de Beta Pictoris, et Flavien Kiefer vous en parlera aussi tout à l'heure. En fait, il s'agissait des premières exocomètes, par analogie avec les exoplanètes. On avait montré qu'il y avait effectivement des comètes qui frôlaient l'étoile et qui, en frôlant ou même en tombant sur l'étoile, produisaient du gaz, et c'était ce gaz qu'on observait. Elle a aussi un disque de poussière autour, que l'on avait ici imagé avec le premier système d'optique adaptative, donc NACO. Non, ça c'était avant, pardon. C'était un petit peu avant, en 96, avec le premier instrument d'optique adaptative au Chili. Alors tout ceci pour vous dire, Beta Pictoris, on pourrait passer des heures à en parler. Et en fait, il y a quelques années, on a fait un colloque entier à l'Institut d'astrophysique de Paris. Pendant une semaine, on a parlé avec des collègues venus du monde entier sur ce système-là. Il est absolument extraordinaire. Je n'en dirai pas beaucoup plus, si quand même que je vais vous montrer quelque chose qui n'existe que pour ce système-là. Donc, vous avez le disque de Beta-Pic et on va plonger dans le disque, on va voir la planète. Et comme elle est près de l'étoile, elle tourne relativement vite, elle va faire un tour en à peu près 20 ans. On va la voir tourner autour de son étoile. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait unique. La détection, voilà, quand on l'a retrouvée. Et là, vous la voyez, on l'a observée plusieurs fois avec NACO, le premier instrument, et avec son successeur SPHERE, qui est un instrument qu'on a installé au Chili, qui est entièrement dédié à l'imagerie des systèmes planétaires. SPHERE a été installé en 2015, 2014 et a commencé à travailler en 2015. Et vous voyez là Beta-Pic qui tourne autour de l'étoile. Elle passe devant, elle passe derrière. Et on va bientôt avoir fait un tour de l'orbite de Beta Pictoris. Donc, il y a plein de choses à voir sur cette étoile. Et le fait qu'elle soit sur cette planète, le fait qu'elle soit très proche nous permet d'avoir son orbite de manière très précise. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec.
On peut par exemple l'observer aussi en interférométrie, c'est ce qui a été fait avec le VLTI, donc le Very Large Telescope Interferometer au Chili, à Paranal. Donc là, on a combiné la lumière de 4 télescopes en une seule, sur un seul détecteur, si vous voulez, pour observer des franges d'interférence et détecter Beta Pictoris B. C'est un travail qui a été fait par Sylvestre Lacour. Et en l'observant, on peut aussi réaliser des spectres de la planète et voir ce qu'il y a dans l'atmosphère de la planète. Donc, vous voyez, toujours, on n'a pas des belles images, mais on a plein d'informations. Par exemple, sur Beta Pic B, on sait qu'il y a il y a de l'eau vapeur. On sait qu'il y a des raies du carbone que l'on voit ici. On sait qu'il n'y a pas de méthane. Donc, on commence à savoir pas mal de choses dessus. Pour la petite histoire, en utilisant la méthode des vitesses radiales, on a montré il y a 2 ans que Beta Pic C avait une petite sœur, un petit peu moins massive et plus près de l'étoile. Et cette petite sœur a été aussi observée avec l'instrument Gravity. Donc, on a récupéré les photons de cette planète et on a aussi un spectre un peu plus difficile à interpréter avec un niveau de signal moins beau. Mais tout ça, ça vous montre tout ce qu'on peut faire quand on détecte directement la lumière des planètes. Voilà, je vais passer maintenant à un autre système intéressant. C'est un système planétaire très jeune qui a été détecté toujours avec l'instrument Sphère qui a été construit par un consortium européen, mais dirigé par des Français. Jean-Luc Bezier étant le PI, Principal Investigator. Donc là, il s'agit d'une étoile de type solaire. La plupart des planètes qui avaient été détectées jusqu'à maintenant en imagerie directe, c'était souvent autour des étoiles 2 fois en gros la masse du Soleil. Là, il s'agit d'une étoile dont la masse n'est pas très loin du Soleil et il s'agit d'un système de 2 planètes que l'on voit ici. La première à 162 unités astronomiques qui est indiquée par une flèche et l'autre à 320 unités astronomiques. De nouveau, la question se pose, qu'est-ce qu'elles font là, ces planètes? Comment elles ont fait pour être formées ou pour arriver à ces distances? C'est vraiment quelque chose qui est très inattendu. En fait, toute l'histoire de la détection des planètes, finalement, quand on y réfléchit, c'est que des choses inattendues. La première planète qui a été détectée, c'était autour d'un pulsar. La première planète, on ne s'attendait pas du tout à avoir des planètes autour. La deuxième planète, c'était 51 Pégase B, et c'était la deuxième planète détectée, mais c'était la première planète autour d'une étoile de type solaire. Elle n'était pas du tout à la distance qu'on attendait. Et là, en imagerie, on trouve aussi des planètes qui ne sont pas du tout à la distance qu'on attendait si on prend le système solaire comme exemple. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une grande leçon d'humilité. On ne sait pas tout. Alors, un autre système qu'on a détecté récemment, toujours avec notre instrument Sphère, c'est une planète très jeune, géante, qui fait quelques masses de Jupiter, qui est en projection en distance projetée par rapport à l'étoile 25 unités astronomiques, donc elle est au moins à 25 unités astronomiques de son étoile. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la planète comme une source presque ponctuelle, mais vous voyez tout autour un anneau de matière, et cet anneau de matière, c'est le disque c'est le berceau de la formation de cette planète. La planète s'est formée dans ce qui était au départ vraisemblablement un disque, et en se formant, elle a ramassé, elle a balayé toute la matière et elle a creusé un sillon dans le disque. Et ça, c'est exactement ce que les modèles de formation des planètes nous disent, c'est que les planètes vont se former à l'intérieur de la nébuleuse de Laplace, disons en gros la nébuleuse primitive qui va s'étaler, qui va se former en disque, et dans ce disque, les planètes vont créer des sillons, des structures qui vont être très caractéristiques. Alors, cette planète s'appelle donc PDS 70b,
c'est un système extraordinaire aussi, un laboratoire aussi pour l'étude de la formation des planètes. Elle a été observée depuis avec un autre instrument qui est installé sur le Very Large Telescope. Ce soir, je me permets de faire la part belle au télescope européen parce qu'ils ont vraiment été leaders pour ce qui est de l'imagerie des planètes. Donc là, il s'agit de l'instrument MUSE, qui était un instrument qui n'était pas du tout fait pour la détection des exoplanètes. Personne ne pensait à ça quand il a été construit. Et en fait, là, il s'agit d'une image qui a été faite dans une longueur d'onde qui s'appelle H-alpha, qui est une longueur d'onde qui va caractériser des planètes qui sont en accrétion. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit notre planète PDS 70b qui donne une tache lumineuse, donc qui nous montre qu'il y a de la matière, du gaz qui s'accrète encore sur la planète. Elle n'est pas tout à fait finie, cette planète, elle est en train de se former. Mais on voit aussi en haut à droite, donc dans l'image bleue, en haut à droite, on voit un autre point source qui nous dit qu'il y a une deuxième planète dans ce système. Donc, on va l'appeler PDS 70C. Et en retournant après dans les images sphères, on a vu qu'on arrive à voir PDS 70C, mais il faut enlever un peu le disque parce qu'en fait, on la voit tout juste là, mais elle est noyée dans l'image du disque de poussière. Et en H-alpha, elle sort beaucoup mieux. Alors, des collègues sont allés faire des images, cette fois-ci en interférométrie millimétrique avec le très grand télescope ALMA, qui est aussi au Chili dans la cordillère des Andes. Et cette image est magnifique, je trouve. C'est aussi le disque de poussière vu par ALMA autour de PDS 70. Et on voit très mal PDS 70b, parce que là, on détecte les poussières et on voit très bien PDS 70C. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que PDS 70C, elle est encore entourée d'un cocon de matière, de poussière, et c'est pour ça qu'on la voit dans les longueurs d'onde ALMA. Donc, vous voyez, avec des petites images, pas forcément super jolies, super sexy, on arrive à connaître plein de choses sur les planètes et sur la façon dont elles se forment. Alors, je vous ai dit, PDS 70b, c'est un système très structuré. Et en fait, avec SPHERE, on a détecté plein d'autres systèmes, toujours des disques autour des étoiles très jeunes, hein, de quelques millions d'années, il faut dire. Et vous voyez des disques qui forment des spirales, qui forment des anneaux de matière, des anneaux un peu tronqués, enfin un petit peu tout ce que vous voulez. ALMA voit à peu près les mêmes structures, hein, en gros. Et toutes ces structures, les modèles prévoient que des planètes peuvent faire de telles structures. Elles peuvent être dues aussi à d'autres choses, mais les planètes peuvent être un coupable, si vous voulez. Et pour l'instant, il n'y a que dans PDS 70b qu'on a vraiment vu le sillon de la planète dans le disque. Dans le cas de Betapic, le système est plus âgé. Le Betapic B, elle fait aussi des choses sur le disque, elle tord aussi son disque. D'ailleurs, c'est pour ça que 10 ans avant de l'avoir détecté, on l'avait prévu à cause de la torsion du disque. Mais il s'agit d'un disque, ce qu'on appelle de deuxième génération, qui est dû aux collisions entre des cailloux, alors que là, dans les disques protoplanétaires jeunes, comme ceux-ci, qui font moins de 10 millions d'années, disons, ce qu'on voit, c'est vraiment les planètes en train de se former et la matière qui est le berceau de la formation planétaire. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas détecté énormément de planètes en imagerie directe. Là, je vous ai fait un petit panorama de ce qui a été détecté, mais je monte aux naines brunes, hein, allègrement. Donc, c'est rien en nombre, ça n'a rien à voir avec les plusieurs milliers de planètes, les 3000 qui ont été détectées en transit et à peu près les 800 en vitesse radiale. Mais chacune de ces planètes donne un travail fou à faire aux chercheurs. Pour vous donner un exemple sur Betapic, le système de Betapic a déjà donné lieu à plus de 1000 articles dans des journaux scientifiques et 51 Pégase, 900 et quelques. Donc, c'est équivalent. C'est pour vous dire que
toutes les planètes dont on fait des images, elles nous apportent vraiment beaucoup d'informations. Alors, la suite, en fait, il nous reste plein de choses à faire en imagerie directe. On veut continuer d'explorer la variété des systèmes planétaires. Vous avez vu, pour moi, le résultat le plus important dans l'exoplanétologie, c'est l'extraordinaire diversité des systèmes que l'on découvre. Ensuite, ce qu'on voudrait faire, c'est détecter et caractériser des analogues aux planètes géantes du système solaire, c'est-à-dire en imagerie, aller plus près encore des étoiles. On voudrait s'approcher en gros de la distance de Jupiter au Soleil, on n'est pas encore, et on voudrait observer des Jupiters, des vieux, hein, c'est-à-dire des planètes de l'âge de Jupiter. On voudrait observer des analogues à la Terre. On voudrait continuer d'explorer les berceaux de formation des planètes, comme je vous ai montré, et chercher aussi des signatures de vie sur des planètes. Et pour faire ça, il est vraisemblable qu'il faudra utiliser l'imagerie directe et qu'on va coupler avec la spectroscopie pour étudier les atmosphères en même temps. Alors, les grands instruments des années à venir, on va continuer d'installer des télescopes sur le Very Large Telescope, donc télescope de 8 mètres au Chili. On est en train d'essayer de faire des améliorations de l'instrument Sphère en particulier. Il y a un autre instrument qui va être installé l'année prochaine, ERIS, sur le VLT. Il y a Gravity, l'interféromètre. Donc l'idée là, c'est de chercher des géantes, des supergéantes et peut-être des super-terres. Ça va être difficile. Il faut au moins chercher des géantes et peut-être des super-terres. L'instrument phare pour nous, pour l'imagerie des planètes au sol, ce sera très certainement l'Extremely Large Telescope, donc qui est un télescope de 39 mètres de diamètre que la communauté européenne est en train de construire au Chili, juste à côté de l'Observatoire Paranal. Donc ça, c'est un monstre en fait, qui va être capable, tellement il est gros, il est grand, il va avoir un pouvoir de résolution très bon. Il va être capable de détecter des géantes de pratiquement tous les âges, je pense, et on l'espère, des super-terres aussi. Alors, pas avec les premières générations d'instruments, mais avec les deuxièmes générations d'instruments. Mais dès 2026, on a des programmes pour détecter, pour observer des planètes avec l'Extremely Large Telescope. Du point de vue du spatial, bien sûr, dans le spatial, le télescope James Webb va permettre d'imager quelques planètes, mais aussi et surtout, je dirais, de faire la spectroscopie des planètes pour étudier leur atmosphère. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, James Webb va être lancé un peu plus tard cette année, à l'automne. Un autre télescope dont on parle moins, c'est le Roman Space Telescope, qui sera lancé autour de 2025, qui fera beaucoup de micro-lentilles gravitationnelles, mais aussi de l'imagerie directe avec de la coronographie. Donc, ça sera un très bon test pour faire de la coronographie très fine dans le spatial, bien meilleur en précision que JWST. Et donc là, je vous amène en 2030 et au-delà de 2035, la NASA est en train d'étudier 2 télescopes de technologies complètement différentes pour essayer de faire des planètes et faire de l'imagerie des analogues à la Terre, des jumelles de la Terre et de détecter éventuellement des signes de vie dans leur atmosphère. Il s'agit de l'instrument LUVOIR ou bien le télescope LUVOIR ou l'ABEX, mais ce sont des télescopes qui coûtent très cher. Il y a énormément de recherche et développement à faire avant. Donc, ce sera 2030, 2035 ou quelque chose comme ça. Et voilà, avec ces projets, je vais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup Anne-Marie. Alors le temps que les dessinateurs ou dessinatrices nous rejoignent, on a le temps pour une question qui choisit les noms des planètes
Et si vous pouviez choisir comment vous nommeriez une exoplanète? Alain Le Cavelier. Pour l'instant, les exoplanètes sont appelées par le nom de l'étoile suivi de petit a, petit b, petit c dans l'ordre chronologique de détection. L'Union astronomique internationale, il y a quelques années, avait lancé un appel à idées pour donner des noms aux planètes les plus connues, je dirais, les plus emblématiques. Et c'était un concours et bon, il y avait beaucoup de, si j'ai bien compris, il y avait beaucoup de noms de planètes de science-fiction, des choix pas forcément très heureux d'ailleurs parfois. Donc, à ma connaissance, ça n'a pas beaucoup diffusé dans la communauté des astrophysiciens. Pour l'instant, on en est toujours à petit a, petit b, petit c, essentiellement. Alain, s'il est dans l'assistance, pourra commenter là-dessus, puisqu'il fait partie du groupe qui a travaillé sur les nomenclatures des planètes. Bien, merci beaucoup pour ces réponses. On va pouvoir regarder les dessins de nos artistes. Oui, oui. Donc on va commencer par un dessin de Guillaume qui est déjà à l'écran, pas encore. J'attends qu'il puisse apparaître. Tu peux faire de l'audio-description de ton dessin si tu veux. C'est vrai, c'est vrai. ASMR. ASMR. Là, il y a des petits oiseaux. Oui. C'était pour reprendre le tout début de l'intervention, où il y avait un grand delta entre les données et puis les vues d'artistes qu'on pouvait voir dans les magazines, etc. Donc voilà, ça m'a donné l'idée des deux petits piafs. On n'est pas un petit peu loin de l'original, non? Tu connais rien en astrophysique. Voilà la différence entre les datas et puis la vue d'artiste. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Je vais trouver un dessin d'Agatha. Non, pas celui-là alors. Alors, une seconde. Le fait d'être en retard ne raccourcit pas la procédure malheureusement. Hop, est-ce qu'il apparaît à l'écran? Il apparaît. Vas-y Agatha. Du coup, ça c'était sur la présentation d'avant. J'ai élevé la tête au milieu de mes barbouillages et j'ai vu cette image jolie avec l'alignement entre l'étoile et la lentille et je trouvais ça très très joli et ça m'a fait penser un peu aux vieux appareils photographiques, le flash et tout. Donc c'est ça qui m'est venu. Tout y était, c'est parfait. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait Alice? On les fait tous? Dis-moi donc. Bon, on peut encore en faire un ou deux? Allez. C'est si cordial. Tout se passe extrêmement bien. On va pas changer une équipe qui gagne. Et si on faisait commenter Guillaume un dessin d'Agatha? Très bien. Ça me paraît... Ouais, bingo. J'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure. Ça tourne en boucle. Je confirme. Donc oui, référence, bravo Agatha sur le petit intermède de ukulélé. Sing with me tonight. Le retour, je pense. Le retour on fire du jour du ukulélé masqué. Avec le refrain maintenant désormais célèbre, con comme la lune. Repris en chœur par tout le monde. Repris en chœur. Ouais. J'espère que vous avez chanté également depuis chez vous. C'est vrai. Un autre peut-être. Allez. Faut sortir un disque. Hein. Ah, il y a moyen, il se passe des choses ce soir, on va être productif. Il y a des choses qui vont être produites, j'en suis certaine. Très bien. Celui-là d'Agatha que je trouve très joli, très coloré. Alors, encore une fois, je vous le commente en avance. Et voilà, il apparaît chez vous comme par magie, peut-être, un jour. Oui. Du coup, j'ai fait une tentative hasardeuse avec mes feux de représenter le soleil qui éblouit tout le monde parce qu'il est beaucoup plus brillant et du coup Jupiter et la Terre dont on parlait tout à l'heure qui le sont beaucoup moins et qui sont quand même très très jaloux. Donc voilà. On dirait un directeur de recherche et ses étudiants. Aussi. Et